السلام عليكم الزول الفلاوين والصحة فطوركم والحمد لله راكم بخير. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui se passe à nouveau dans ce triangle amoureux ou désamoureux qu'on pourrait appeler Paris, Rabat, Alger. J'introduis cette vidéo avec ce livre très intéressant qui s'appelle Monde arabe, le grand chambardement, d'un ancien ambassadeur français qui connaît très bien le monde arabe. C'est Yves Aubin de la Messusière. Et je vais simplement vous citer une phrase de ce livre et vous allez tout comprendre. Donc ce livre a été écrit en 2016 et il dresse un portrait de la situation du monde arabe après le printemps qui a échoué en 2011 et qui avait commencé, comme chacun le sait, en Tunisie. Écoutez bien cette phrase. Lorsque de Tunis à Damas, les peuples sont sortis dans les rues pour dire « dégage », le fameux « Itna Haouga » qui nous a coûté si cher en Algérie, ils ont balayé un échiquier sur lequel, depuis l'après-guerre, la France jouait sa partie. C'est-à-dire que de 1945 à 2011, la France savait comment jouer entre les différentes capitales arabes. Je poursuis. Une partie singulière appelée la politique arabe de la France. Cette formule, elle vient du général de Gaulle, elle a été reprise par Dominique de Villepin. Et cette formule permet de faire croire aux pays dits arabes que la France essaie de les défendre, va dans leurs intérêts. Et cette formule du général de Gaulle venait de l'empereur Napoléon III, qui parlait du royaume arabe que la France voulait mettre en place, notamment à partir de l'Algérie. Je poursuis encore. Un cap plus qu'une ligne. Sur cet échiquier, les rois, les cavaliers, les fous, c'est des références au jeu d'échecs bien sûr, étaient identifiés depuis longtemps. Je m'explique. La France connaît parfaitement les acteurs politiques dans le monde arabe, que ce soit les rois, les présidents, les dictateurs, les autocrates. Je continue. On s'appuyait sur les uns pour obtenir des autres et inversement. Cette phrase est très importante, c'est la raison pour laquelle je vais la répéter, si vous permettez. On s'appuyait, quand il dit on, c'est la France, on s'appuyait sur les uns pour obtenir des autres et inversement. Et il finit, en faisant table rase des dictateurs, le printemps arabe a tétanisé ceux qui ne voyaient dans le Moyen-Orient qu'un champ d'affaires juteux. Alors, mes chers amis, mes chers compatriotes, pourquoi j'ai commencé cette vidéo avec ce livre de l'ancien ambassadeur français Yves Aubin de la Messusière, Le monde arabe, le grand chambardement? C'est pour éclairer ce qui est en train de se passer actuellement entre Paris, Rabat et Alger. Vous savez que la France a colonisé ou placé sous protectorat à la fois l'Algérie et le Maroc. Vous savez que l'ambition aujourd'hui de la France, qui est très affaiblie sur le plan économique, et qui est très affaiblie en Afrique, où partout on lui dit « dégage », a besoin de trouver une solution pour continuer à être présente dans le bassin sud de la Méditerranée. Et cette stratégie, on pourrait l'appeler la balkanisation de l'Afrique du Nord, pour reprendre le nom d'un autre livre de Yves-Marie Lolland. Son livre, c'était La planète balkanisée, mais on pourrait remplacer planète par l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord balkanisée. La stratégie aujourd'hui, politique, géopolitique, militaire de la France est de balkaniser l'Afrique du Nord pour que personne ne s'entende avec personne. Et surtout,
en ciblant deux pays, l'Algérie et le Maroc, car ce sont les deux puissances militaires de l'Afrique du Nord en dehors de l'Égypte. Et cette stratégie, elle est vieille et elle est efficace. Alors revenons à l'actualité. C'est bien sûr l'opération Chergui 2025 entre le Maroc et la France, donc qui est prévue en septembre 2025 dans la région de Rachidia. Donc pas très loin de la frontière algérienne. Et l'Algérie, évidemment, a protesté contre cette 13e édition de l'opération militaire franco-marocaine sur le territoire marocain. Alors, que dit ou qu'est-ce que c'est que cette opération de coopération militaire Chergui 2025? Donc alors, elle a été marquée par une réunion au quartier général de l'inspection militaire française à Salé. Vous entendez? Quartier général de l'inspection militaire française à Salé. À Salé, c'est à côté de Rabat, au Maroc, en mai 2024. Cette rencontre avait pour objectif de coordonner les ressources et les équipements des deux nations en vue de l'exercice à venir. Donc ça veut dire que la France et le Maroc s'entendent extrêmement bien sur le plan militaire, pas que d'ailleurs, et c'est la raison pour laquelle la France a un quartier général militaire à Rabat. Donc je continue. Au niveau des objectifs de cette opération Chergui 2025, en optimisant leur procédure opérationnelle et en harmonisant leur mode d'action, le Maroc et la France affirment leur engagement à garantir la stabilité régionale. Garantir la stabilité régionale et à prévenir la résurgence de foyers terroristes menaçant la sécurité du continent africain. 55 pays, 1,2 milliard d'habitants. Cette collaboration militaire devient ainsi un outil essentiel pour relever les défis sécuritaires contemporains et renforcer la résilience. La résilience, c'est-à-dire la capacité de résister. La résilience des armées face aux crises majeures. C'est clair. Puisque la France est détestée sur le continent africain, la France utilise son partenaire stratégique, militaire, économique, politique, géopolitique, diplomatique, c'est-à-dire le Maroc, pour renforcer sa présence sur l'ensemble du continent africain et bien sûr en priorité l'Afrique de l'Ouest où, de mois en mois, elle est rejetée massivement par les peuples d'Afrique de l'Ouest. Donc, en quelque sorte, la France veut faire du Maroc son proxy en Afrique de l'Ouest pour défendre ses intérêts. Alors, notre pays, l'Algérie, vous le connaissez, c'est le spécialiste des communiqués de presse. Comme dans les années 70, vous savez, notre pays est magnifique, mais il n'a pas compris que les communiqués de presse, ça marchait dans les années 60, dans les années 70. Aujourd'hui, il faut une stratégie, une vraie stratégie, une vraie vision. Et c'est pas avec un communiqué de presse que vous allez neutraliser une stratégie politique, économique, géopolitique, militaire et diplomatique franco-marocaine. C'est pas possible. La France est une puissance atomique, elle a le droit de veto aux Nations Unies, c'est un membre permanent du Conseil de sécurité. La France ne va pas avoir peur parce qu'on va lui envoyer des communiqués ou parce qu'on va convoquer son ambassadeur. Soyons sérieux. J'espère que les 46 millions d'Algériens sont conscients qu'on ne fait pas peur à la France, puissance économique, avec un communiqué. Alors, je cite le communiqué de notre magnifique pays. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, M. Lounès Magraman, a reçu ce jour au siège du ministère l'ambassadeur de France en Algérie, M. Stéphane Romaté. Donc apparemment, il y a toujours un ambassadeur français à Alger. Il n'y a plus d'ambassadeur d'Algérie en France depuis juillet 2024, mais l'ambassadeur, M. Romaté français, est toujours à Alger, tranquille, il profite du soleil, il profite de Mechoui, tranquillement, quoi. Puis nous, on passe notre temps à le convoquer.
Ça permet de prendre un thé. Bon, c'est vrai que pendant le ramadan, on ne peut pas prendre de thé. Il faut attendre le ftour. Alors, bismillah. Cette audience a eu pour objectif d'appeler l'attention du diplomate français sur la gravité du projet de manœuvre militaire franco-marocaine, Chergui 2025, dont le nom est très évocateur, prévu en septembre prochain, El-Rachidia, non loin de la frontière algérienne. Voilà, il le rappelle, c'est non loin de la frontière algérienne. Le secrétaire général a précisé à son interlocuteur que cet exercice est appréhendé par la partie algérienne comme un acte de provocation à l'égard de l'Algérie, comme si c'était la première fois que la France provoquait l'Algérie. Il a ajouté qu'un tel acte ne manquera pas d'alimenter la crise qui caractérise à présent les relations algéro-françaises et de porter le climat des tensions entre les deux pays à un seuil supérieur de gravité, tout en demandant à l'ambassadeur de France d'obtenir des clarifications nécessaires à ce sujet. Le secrétaire général, c'est-à-dire M. Lounès Magraman, a invité ce dernier, c'est-à-dire l'ambassadeur de France, à transmettre à sa hiérarchie la position de l'Algérie telle qu'elle lui a été exprimée. Donc l'Algérie convoque un ambassadeur français à Paris pour lui dire qu'on n'est pas content et qu'il fallait qu'il transmette ce mécontentement au plus haut degré de la hiérarchie française. En clair, c'est un peu comme le coup de l'éventail. Voilà, le dé d'Alger n'est pas content que la France ne paye pas ses dettes de blé et convoque le consul général français, Monsieur Deval, pour exprimer son mécontentement. Et puis on a vu ce qui s'est passé 3 ans après. Donc ça, c'était en 1827. 3 ans après, la France envahit l'Algérie. Comme ça, elle ne paye ni les dettes de blé, ni rien du tout. Voilà, c'est comme ça. Bon, poursuivons. J'ai l'impression que nos responsables algériens n'ont pas compris que nous sommes en train de vivre une nouvelle bataille d'Alger. La France ne respecte plus l'Algérie. La France a décidé, d'une façon déguisée, de recoloniser l'Algérie. Mais c'est clair. Et nos petits communiqués de presse qui ne font peur à personne n'y feront rien. Donc tant que nos décideurs algériens ne comprendront pas que l'Algérie a décidé de ne plus reconnaître la souveraineté algérienne dans tous les domaines, elle ne pourra pas comprendre ce qui se passe. Et par conséquent, elle ne pourra pas prendre les dispositions nécessaires pour neutraliser ces attaques multiples à tous les niveaux. Je dis bien à tous les niveaux. Car j'ai l'impression que l'Algérie a oublié que la France et le Maroc sont très proches et ont des intérêts extrêmement étroits, très étroits. Et pour preuve, et je vous en ai parlé, l'opération Lamentin de décembre 1977 à juillet 1978. Vous savez que l'armée française est intervenue en Mauritanie pour combattre les forces armées du Polisario qui défendaient leur territoire afin de protéger les intérêts du Maroc. Mais c'est connu. J'ai même fait une vidéo qui a très bien marché parce que les Algériens n'étaient pas au courant. Oui, la France, à l'époque du président feu Giscard d'Estaing, envoyait son armée, ses jaguars, pour protéger les intérêts du Maroc, en bombardant les positions du Sahara occidental, du Polisario au Sahara occidental et en Mauritanie. Voilà, je vous donne l'itinéraire de l'opération Lamentin. Donc, les Français sont partis de Dakar, donc de la base de Ouakam à Dakar. Vous savez qu'il y a une base militaire française au Dakar, au Sénégal. Et donc, à partir de Dakar, ils ont bombardé toutes les positions du Polisario à la fois en Mauritanie ici, jusqu'au Sahara occidental. Voilà. C'est comme ça. La France défendra toujours les intérêts du Maroc, car le Maroc est l'allié stratégique de la France en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest. C'est un secret de polichinelle. Alors voici en couleur
la même carte. Voilà, à partir de Dakar, les Français ont bombardé les positions du Polisario à la fois en Mauritanie et au Sahara occidental. Donc ça, c'était décembre 77, juillet 2018. Et pourtant, 2 ans avant, notre président Feu Houari Boumedienne avait reçu en grande pompe le président français Feu Giscard d'Estaing. C'était en avril, le 10 avril 1975, pour essayer d'apaiser la situation de façon à ce que la France reste neutre dans ce conflit du Sahara occidental. Et bien sûr, le président français avait donné des garanties au président algérien que la France respectait les intérêts de l'Algérie, du Maroc, et avec cette position de neutralité, il n'allait rien se passer. Et à cette occasion, écoutez-moi bien, à cette occasion, le président Feu Houari Boumedienne avait dit qu'il n'y a pas de problème, l'Algérie allait maintenir la base française d'essais chimiques et bactériologiques dans la région de Béchar qui s'appelle Namous 2. C'est 6000 km². La France avait une base militaire d'essais chimiques et bactériologiques à la frontière entre l'Algérie et le Maroc, de 6000 km². C'est là où la France, après avoir testé ces bombes atomiques, ces bombes nucléaires à Rgen, et vous savez les dégâts qu'il y a eu, avec les déchets radioactifs, les effets radioactifs de ces essais nucléaires, l'Algérie, toujours généreuse, toujours gentille avec la France, a dit il n'y a pas de problème, utilisez notre Sahara, polluer notre Sahara avec vos essais chimiques, bactériologiques, comme ça, nos compatriotes algériens vont être malades, vont mourir à cause de ces essais chimiques. Là, on est toujours généreux, on est gentil avec la France, on a tellement respecte la France qu'on lui dit il n'y a pas de problème, va polluer Rgen, va polluer Béchar, il n'y a pas de problème. Kulchi adi. Eh oui, regardez, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est l'ancien général Rachid Ben Yelles qui l'a confirmé. À vrai dire, l'ancien Premier ministre français, M. Mesmer, avait dit que nous avions des accords secrets avec l'Algérie pour effectuer nos essais chimiques et bactériologiques dans la base secrète Namous 2, dans la région de Béchar. Voilà, c'est public, hein, donc je n'invente rien. Vous pouvez le vérifier. Donc je vais vous citer la phrase quand même. Hein. Alors, Bismillah. Les Français n'ont abandonné la base d'expérimentation chimique et bactériologique de B2 Namous dans la wilaya de Béchar qu'en 1986, c'est-à-dire au temps de Chadli. Donc il y a eu Ben Bella, 63-65, Boumedienne, 65-78 et Chadli, 79-92. 3 présidents ont à chaque fois prolongé le contrat pour permettre à la France des Lumières ou la France des Ténèbres d'expérimenter des essais chimiques et bactériologiques dans notre Sahara. Donc c'est Rachid Ben Yelles, le général à la retraite, qui l'a confirmé dans son livre intitulé « Dans les arcanes du pouvoir, mémoire de 1962 à 1999 », paru aux éditions Barzac à Alger. Vous pouvez vérifier ces informations, allez dans n'importe quelle librairie algérienne. Donc, Feu Houari Boumedienne, qui était un très grand nationaliste, qui a nationalisé, comme vous le savez, les hydrocarbures, c'est-à-dire le pétrole et le gaz, le 24 février 1971, qui était une décision majeure afin que l'Algérie retrouve sa souveraineté économique et énergétique, n'avait pas la puissance nécessaire pour mettre fin à cette base chimique et bactériologique française à Béchar, à la frontière avec le Maroc. C'est toujours pareil avec la France. Vous savez, nous, on adore faire des cadeaux à la France. Regardez, notre président, Masha'Allah, c'est Abdelmajid Tebboune avec Macron. Macron, il lui a dit, il n'y a pas de problème. Continuez à nous faire des cadeaux de pétrole et de gaz, et moi, je ne vais pas intervenir dans la question du Sahara occidental. Je vais rester neutre. Moi, j'ai un
j'ai le droit de veto à l'ONU, ne vous inquiétez pas, rien ne va changer, toujours pareil, toujours pareil. Vous avez bien vu, en avril 75, Giscard fait des promesses à Boumediene pour dire pas de problème, on ne va pas intervenir au Sahara. 2 ans et demi après, qu'est-ce qui se passe? Il soutient le Maroc avec l'opération Lamentin, où il bombarde les positions du Polisario en Mauritanie et au Sahara occidental. Et ben c'est pareil. 25 août 2022, Macron fait des promesses à notre président Sir Abdelmajid Tebboune, ne vous inquiétez pas, la France va rester neutre au niveau du Sahara occidental, on ne va pas intervenir, on va vous laisser tranquille, c'est un problème qui va être géré par l'ONU, et qu'est-ce qui se passe? Toujours pareil, hein? 2 ans après, 2 ans après, regardez notre ami Macron, il est fort, hein? Il est fort. Vraiment, c'est de la réelle politique. Hein? Regardez, qu'est-ce qu'il fait le 30 juillet 2024, 2 ans après. Hein? Eh ben moi, il dit, moi, Emmanuel Macron, président de la France, je reconnais la marocanité du Sahara occidental. Et écoutez ce qu'il dit. Il dit que le plan du Maroc pour le Sahara occidental est la seule base pour aboutir à une solution politique juste. Version française, bien sûr, parce que évidemment, c'est le pays des Lumières, donc il n'y a que la France qui sait ce qui est juste. Et en conséquence, comme d'habitude, le gouvernement algérien a annoncé le retrait avec effet immédiat de son ambassadeur en France, voilà. Nous, tout ce qu'on sait faire, c'est ou bien on sait faire des communiqués, ils sont très bien écrits, hein, masha'Allah alaykoum, hein. On fait des communiqués, ou alors on retire notre ambassadeur. Ouais. Et alors, à quoi ça sert de faire des communiqués ou de retirer l'ambassadeur, puisque la France, elle continue, hein, elle étale sa stratégie, voilà, fait son opération, coopération militaire Chergui 2025 avec le Maroc. La France engage un rapport de force avec l'Algérie, elle dit à l'Algérie, vous avez intérêt à récupérer tous vos OQTF, obligation de quitter le territoire français, car ils sont dangereux. Et elle prépare une liste, voilà, vous avez 675 Algériens dangereux en France, vous avez le devoir de les accueillir dans votre pays, car nous, on n'en veut pas. Voilà, c'est comme ça. Et même le président, l'ancien président François Hollande, qu'est-ce qu'il dit? Il faut être ferme avec l'Algérie. Voilà. Eh oui, président socialiste, hein, il n'est pas de droite ni d'extrême droite. Et monsieur Alacrité, c'est comme ça qu'il parlait de feu Bouteflika. Bouteflika, une alacrité magnifique. Et bien sûr, toute l'armada française était mise en place. L'ancien ambassadeur de France à Alger, Driancourt, qui matin, midi et soir massacre l'Algérie en demandant à revoir tous les contrats. Nous avons l'ancien Bernard Rémy, ambassadeur de France à Alger, qui est devenu chef des services secrets, qui appuie toutes ces stratégies pour massacrer notre pays, de la même façon que son prédécesseur à Alger, Bernard Bajolet, qui va être bientôt jugé pour une affaire d'extorsion de fonds. Parfait arabisant, disait qu'il faut maintenir la pression contre l'Algérie. Et bien sûr, on utilise des prétextes comme cet auteur algéro-français qui est emprisonné, ou plutôt pris en charge dans la section pénitentiaire de l'hôpital Moustapha Bacha à Alger, et toute l'intelligentsia française a décidé de le considérer comme son soldat Ryan, voilà, pour montrer que l'Algérie était une dictature, un pays corrompu, autoritaire, etc., etc. Mais dans le même temps, la France, bien sûr, protège ses agents de normalisation, en l'occurrence le grand Abdeslam Bouchouareb, qui a été à 2 reprises ministre de l'Industrie en Algérie, et l'a mis très très proche de Emmanuel Macron, mais bien sûr, même s'il est corrompu, condamné à 5 peines de 20 années de prison, c'est-à-dire 100 années de prison en Algérie, Macron, il n'y a pas de problème. Nous défendons nos agents, même s'ils sont corrompus. Car la France des Lumières, c'est aussi la France des ténèbres, je vous l'ai déjà dit. La France défend des ministres algériens corrompus, car ces ministres défendent les intérêts de Fafa, de la France. Eh oui.
C'est comme ça. Alors, les provocations de la France, elles continuent, bien sûr. Nous avons eu en février dernier la visite de la ministre de la Culture algéro-marocaine française, Rachida Dati, au Sahara occidental pour bien énerver nos diplomates algériens, vous savez, nos diplomates algériens qui adorent faire des communiqués. Très beaux communiqués. Voilà, et puis la provocation a continué une semaine après avec le président du Sénat, M. Gérard Larcher, qui s'est fait payer un siège de 40 000 € au Sénat, qui est parti lui aussi au Sahara occidental pour remettre une couche contre notre pays. Et puis ça ne suffit pas. Le Premier ministre, M. François Bayrou, qui dit qu'il faut revoir tous les contrats, tous les accords avec l'Algérie. Et il dresse un ultimatum, attention, ultimatum à l'Algérie, attention, vous avez 4 à 6 semaines, ردوا بالكم, sinon, نضربكم, نخبطكم. Eh oui, la France lance des ultimatums et nous, l'Algérie, on fait des communiqués. On a des diplomates merveilleux, ils savent très bien écrire des communiqués. Voilà, et donc M. Bayrou, il enchaîne, il faut réexaminer tous les contrats, tous les accords, tous les contrats avec l'Algérie, tous. Alors quoi, on est proche de la rupture ou pas? Est-ce il y a une rupture? On va rompre les relations diplomatiques avec la France? On va continuer à accumuler les chantages, les provocations? Combien de temps ça va durer cette blague? Le problème, c'est qu'on a donné un beau cadeau à la France. 250 milliards de dollars de cadeaux de pétrole et de gaz pendant 25 ans, à Total. Et oui, on est généreux. Nous, on leur donne on leur dit, restez à Ergen, faites vos essais nucléaires, restez à Bochar, faites vos essais chimiques et bactériologiques. Allez, tenez du pétrole et du gaz, à la belle comme autant de faux Bouteflika, on a donné du gaz et du pétrole gratuitement à la France. Nous, on est généreux. Vous savez, l'Algérie, c'est le pays de la générosité. C'est le paradis avant l'heure. C'est le paradis avant l'heure. Voilà, avant on leur donnait du blé, on leur donnait du blé. Et puis comme ils voulaient pas payer, ils nous envahissent les Français. Ah, c'est comme ça. Pays des Lumières, c'est pour eux. Pays des Ténèbres, c'est pour nous. Bon, on va revenir pour conclure à l'affaire des relations entre le Maroc et la France, parce que peut-être que les Algériens ne connaissent pas, parce que nous, les Algériens, on lit pas beaucoup, on adore regarder Facebook, on regarde les titres, 2-3 lignes, mais on fouille pas. Donc, vous savez que l'opération Chergui 2025, c'est la 13e opération militaire entre les Français et les Marocains, vous le savez ça. Donc, d'habitude, ils travaillent ensemble. Et d'où ça vient? Et pourquoi ils travaillent ensemble, les militaires français et les militaires marocains? Et c'est la raison pour laquelle ils ont même un quartier général militaire à Salé, c'est la capitale marocaine, Salé, c'est Salé, Maroc, c'est le quartier, c'est kiff-kiff, c'est le même endroit. C'est un peu comme si on disait, par exemple, Ben Aknoun et Alger, c'est kiff-kiff. Donc, les Français ont un quartier général militaire à Salé, c'est-à-dire à Ben Aknoun, le Ben Aknoun de la capitale. Ça vient d'où, ça? Eh ben, ça vient de l'indépendance marocaine. Vous savez que la France a donné l'indépendance au Maroc. Et lorsqu'il y a eu ce qu'on appelle les entretiens de la Celle Saint-Cloud, la Celle Saint-Cloud, c'est à côté de Saint-Cloud, dans la banlieue parisienne, la banlieue riche. C'était le 6 novembre 1955. Vous savez que le Maroc a son indépendance en mars 56. Donc, quelques mois avant l'indépendance, il y a eu des discussions entre les diplomates marocains et français. Et c'est là où ils ont négocié, un peu comme nous avec les accords d'Évian du 19 mars 1962, l'indépendance marocaine. Et l'intitulé est celui-ci. Ils ont négocié l'accession du Maroc au statut d'État indépendant uni à la France par des liens permanents d'une interdépendance librement consentie et définie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'indépendance du Maroc n'est pas totale. Elle est liée par des liens d'interdépendance permanents, librement consentis et définis. C'est-à-dire que le Maroc a accepté d'avoir des liens permanents d'interdépendance. Je poursuis. Et la France
s'est engagé à prêter son assistance au Maroc pour la constitution d'une armée nationale. Voilà, pour la constitution d'une armée nationale. C'est-à-dire que c'est la France qui a aidé le Maroc à constituer son armée. C'est elle qui l'a aidé à faire son armée, à équiper son armée, etc., etc. Et donc ça, c'est le 6 novembre 1955. Vous savez que 20 ans après, novembre 1975, donc l'Espagne aussi qui a aidé le Maroc à constituer son armée. Vous savez que le 14 novembre 1975, il y a eu la rencontre, la conférence de Madrid entre l'Espagne, le Maroc et la Mauritanie. Et c'est là où le Maroc s'est engagé, l'Espagne s'est engagée à partir du Maroc et à laisser le Maroc et la Mauritanie à occuper le Sahara occidental. Donc 2 tiers pour le Maroc, Seguet al-Hamra, et 1 tiers pour la Mauritanie, Oued el-Dhahab. Voilà, la conférence de Madrid. Voilà, c'est une page, hein, c'est une seule page, hop, signée donc le 14 novembre 1975. Déclaration de principe de l'Espagne, du Maroc et de la Mauritanie au sujet du Sahara occidental. Voilà. Et il restait juste la question de Tanger. Vous savez que la ville de Tanger était une zone internationale depuis 1904. 1904 et validée en 1906, conférence d'Algeciras. Il y avait 9 pays qui contrôlaient Tanger. 9 pays. 9 pays. Et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Sahaf Hurkum, Tahia al-Jazair.